On va commencer cette semaine par un grand classique du true crime américain à découvrir ou à redécouvrir pour certains. Il s'agit du Redhead Killer. Des femmes aux cheveux roux sont retrouvées mortes au pied de diverses autoroutes dans l'est des États-Unis dans les années 80 et la fin des années 70, début 80, c'est l'âge d'or des plus tristement célèbres tueurs en série tels que Richard Ramirez, le fils de Sam ou encore Jeffrey Dahmer qui zombifiait ses victimes. Et si ça peut aider certains à situer cette histoire dans le temps, sachez que le Redhead Killer a sévi à la même période que Jeffrey Dahmer, en tout cas d'après Wikipédia. Donc c'était il y a très longtemps, en d'autres termes, c'était une autre époque. C'est la période qui a été la plus propice aux tueurs en série, un vent de liberté souffle sur les États-Unis, les gens sont insouciants, on ne parle pas encore véritablement d'ailleurs de tueurs en série au début de la série de crimes, tel qu'en tout cas on en entend parler constamment aujourd'hui. Autostop à gogo, les gens sont très mobiles, c'est la période hippie, on part à l'autre bout du pays sans prévenir personne, donc l'affaire du jour, vous le verrez, regorge de Jane Doe. Et certaines identités de ces femmes n'ont été découvertes que récemment. On a enfin pu mettre des visages sur certaines victimes, donc c'est une affaire complexe et qui s'étale dans le temps, vous le verrez. Et puis aussi et surtout, ce qui fait la particularité de ce tueur, c'est qu'il ne s'en prenait qu'aux rousses. Alors, c'est pas nouveau qu'un tueur en série est un type de femme bien particulier. Je pense par exemple à un Ted Bundy qui aimait s'en prendre aux brunes avec une raie au milieu. Eh bien, le Redhead Killer, lui, ne s'intéressait qu'aux femmes, aux cheveux roux ou s'y approchant. Et on va essayer de comprendre pourquoi, aujourd'hui, la tristement célèbre histoire du Redhead Killer. Le 13 février 1983, on signale à la police un corps le long de la route 250 près de Littleton dans le comté de Wetzel, en Virginie-Occidentale. C'est un couple de retraités qui a trouvé le corps. Ils ont tout d'abord pensé que c'était là un mannequin de vitrine qui avait été jeté dans la nature, puis en regardant de plus près, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait en réalité d'une femme. Sur place, les agents trouvent bien un corps, mais ils sont loin de se douter qu'il s'agit là de la première victime d'une longue liste d'un tueur en série aussi redoutable qu'insaisissable. Ce corps, c'est celui d'une femme, elle est nue et face contre terre. L'endroit où elle a été jetée est un spot bien connu où les gens du coin viennent jeter en douce leurs ordures. Les causes de la mort n'ont pas pu être établies avec précision, tout simplement parce qu'elle n'avait pas de traces particulières sur le corps. Les médecins pensent cependant qu'elle a été étouffée à mort. Elle est morte peu de temps avant sa mort, et comme il a neigé récemment, il n'y a pas de neige sous son corps. Elle a probablement été déposée là peu de temps avant sa découverte. Et en plus de ne pas savoir qui a fait ça, les enquêteurs ne savent pas qui est cette femme. Elle est décrite par le légiste comme une femme blanche, donc a priori caucasienne, les cheveux auburn. Ses yeux sont potentiellement bruns, même si la couleur a pu être transformée pendant le processus de décomposition. Elle a 2 cicatrices, l'une typique des césariennes et une autre à l'index. Elle n'a pas été agressée sexuellement, elle aurait entre 30 et 45 ans. Elle portait du vernis orange aux pieds et aussi et surtout, elle est rasée de près, que ce soit aux aisselles ou aux jambes. Et dans le cadre des Jane Doe et John Doe, ce genre d'information est capital. Sachez que l'épilation offre quelques indices. Les policiers pensent qu'il est peu probable qu'elle soit une autostoppeuse. Ils savent d'expérience que cette population très mobile a rarement la possibilité, durant leur périple, d'être rasée de près. Et pour tenter de l'identifier, les agents vont établir ce composite de ce à quoi elle aurait pu ressembler, au cas où un proche la reconnaîtrait, mais ça ne donne rien. Aucun rapport de personne disparue avec sa description n'a jamais été émis. Et d'ailleurs, et je vous le dis tout de suite, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle qui elle est. Et une femme jetée sur le bord d'une route, beaucoup pensent que le responsable est sûrement un chauffeur routier, et que la victime est peut-être une prostituée. Ce qui expliquerait que personne ne la recherche. Comme le veut la procédure, elle sera appelée Jane Doe et surnommée Wetzel County Jane Doe, du nom du lieu où elle a été trouvée. Et assez vite, plusieurs pistes vont apparaître. Des habitants du coin ont vu, je cite, un homme d'environ 1m70 près de l'endroit où le corps a été retrouvé, et ce peu de temps avant sa découverte. C'est un homme blanc, mais malheureusement la piste va vite s'écrouler car jamais cet homme ne sera identifié.
D'autre part, d'autres témoins vont se manifester, ils pensent avoir vu cette femme dans un bar de Pittsburgh, soit en tant que cliente, soit en tant que serveuse. Mais ici aussi, la piste va s'écrouler puisqu'elle ne donnera rien. Et malheureusement, l'enquête n'a mené nulle part. Pourtant, la police avait fait de gros efforts. Certains témoins, par exemple, avaient été interrogés sous hypnose pour essayer de réveiller leurs souvenirs. C'est comme ça d'ailleurs qu'un témoin a pu faire état d'un homme blanc, âgé de la quarantaine, trapu, qui rôdait dans les environs. Et finalement, cette affaire deviendra un cold case, et l'enquête des policiers établira que la victime était probablement une prostituée qui travaillait à Pittsburgh. Alors, la seule chose, finalement, qu'il reste de cette femme, aujourd'hui, c'est ce portrait. Qui est-elle? D'où vient-elle, encore une fois? On ne le sait toujours pas à ce jour, mais à ce stade de l'enquête, il n'y a pas le début d'une moindre suspicion de tueur en série. Et détail qui a son importance, et vous le verrez plus tard, elle n'a pas les cheveux roux, ils sont auburn. Et certains, encore aujourd'hui, doutent que ce soit le Redhead Killer qui est responsable de ce crime à cause de ça. Encore une fois, on y reviendra plus tard. La deuxième victime est retrouvée morte, elle, l'année suivante, en 1984, au bord d'une route, l'Interstate 40, près de West Memphis en Arkansas. Il s'agit d'une femme à la peau claire et aux cheveux roux. Elle aussi a été jetée au bord de la route, elle ne porte qu'un pull, elle aussi a été étranglée et vraisemblablement peu de temps avant la découverte de son corps. Il n'y a aucun papier d'identité, alors impossible là aussi de savoir qui elle est. Seule la scène de crime va offrir quelques indices supplémentaires aux enquêteurs. Ils supposent que cette jeune femme n'a pas été tuée sur place, mais ailleurs, puisqu'il semblerait que le corps ait été jeté là peu de temps avant sa découverte. Et ce qui permet aux enquêteurs de dire ça, c'est qu'il y a des empreintes de pneus et de pas non loin du corps, et que ces empreintes sont fraîches. La malheureuse faisait environ 1m68 et pesait près de 61 kg. Par chance, il est encore possible de prélever ses empreintes, mais voilà, encore une fois, impossible de savoir qui lui a fait ça, ni qui elle est, puisqu'encore une fois, personne ne la réclame. Une enquête sérieuse va tout de même être effectuée. C'est pas tout le temps le cas dans le cadre des Jane Doe. Vous savez, quand les familles ne réclament pas leurs proches, eh bien la police, parfois, ne traite pas les affaires comme elle l'aurait fait dans le cas où les familles sont là, derrière eux, à savoir qui a fait quoi, quand et où ils en sont dans leur enquête. Cependant donc, l'enquête va être sérieuse et une théorie va émerger. La dernière fois qu'elle a été aperçue, c'était à un arrêt de camion où elle avait été déposée. Alors pour les enquêteurs, cette jeune femme a probablement fait de l'autostop pour poursuivre son chemin et a fait une mauvaise rencontre. Alors peut-être que son meurtrier est un routier, qui sait, et surtout la couleur de ses cheveux interpelle. Et si elle était en lien avec Wetzel County Jane Doe, la précédente victime, qui sait. Mais aucune certitude de la part des enquêteurs, il est encore trop tôt, vous l'aurez compris à ce stade. On ne parle toujours pas d'une série de meurtres de rousses, mais il y aura tout de même une bonne nouvelle concernant cette deuxième victime. En juin 1985, soit 9 mois après sa mort, celle qui était nommée Jane Doe est finalement identifiée. Elle a 28 ans et s'appelle Lisa Jarvis Nichols. C'est son proxénète qui l'a identifiée alors qu'il séjournait en prison. Il vivait avec elle au moment de sa disparition à West Memphis. C'était une prostituée notoire connue des services de police, et ça d'ailleurs c'est un fait puisqu'avec son identité, on a pu constater qu'elle avait été arrêtée à plusieurs reprises pour des faits de prostitution. Le proxénète expliquait avoir vu pour la dernière fois Lisa alors qu'elle travaillait à un arrêt de camion à l'extérieur de Shearerville. C'était le 12 septembre 1984. Elle montait alors dans le semi-remorque d'un client et ce serait 24 heures à peu près avant sa mort qu'elle aurait été vue monter dans ce véhicule. Mais voilà qu'à peine quelques mois après la découverte de ce deuxième corps, le 1er janvier 1985, les policiers font à nouveau une macabre découverte. Un autre corps, celui d'une jeune femme aux cheveux roux bouclés. Lorsque le corps est retrouvé, il est en état de putréfaction et pour cause, la mort remonte à 72 heures avant la découverte du corps. Elle a été jetée sur un remblai en bordure d'autoroute dans le comté de Campbell, près de Jellicoe, toujours dans le Tennessee. Elle aussi a été tuée par strangulation. On peut voir des traces de corde sur son cou, mais cette victime ne présente aucune trace d'agression sexuelle. Elle est décrite par le médecin légiste comme de race blanche, avec les cheveux roux bouclés, qui lui arrivent aux épaules. On estime son âge entre 17 et 25 ans,
mais il n'est pas écarté la possibilité qu'elle pourrait avoir jusqu'à 30 ans. Contrairement aux 2 autres victimes, elle est retrouvée habillée, elle porte un pull, une chemise ainsi qu'un jean, mais ce n'est pas tout, son corps a été enroulé dans une couverture, et détail qui a son importance, il y a des traces de liquide séminal sur la couverture, le liquide séminal étant l'un des principaux composants du sperme. Alors bien évidemment, le mobile du crime et peut-être, sans doute même, sexuelle, mais comme nous sommes en 1985, impossible à l'époque d'exploiter ces empreintes génétiques, mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que la pauvre femme était enceinte de 10 à 12 semaines lorsqu'elle a été tuée. Donc on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas qui est son tueur, un maximum d'informations est diffusé dans la presse, on peut lire dans les avis de recherche que la jeune femme a les yeux verts, des taches de rousseur, qu'elle a diverses cicatrices, dont une marque de brûlure à l'intérieur du bras gauche, on suppose qu'elle mesurait 1,63 m, dans ces eaux-là en tout cas, et qu'elle pesait entre 50 et 52 kilos, elle a une prothèse dentaire avec 2 fausses dents fixées dessus, et forcément, encore une femme rousse découverte dans les environs, eh bien ça interpelle. Et s'il existait quelque part dans le coin un prédateur qui ne s'en prenait qu'aux rousses, et qui vient encore de frapper, c'est ce que l'on pense du moins à ce moment. Ce qu'il en ressort, c'est qu'à cette période, les policiers étaient littéralement déconcertés, et d'ailleurs les policiers n'étaient même pas d'accord entre eux. Certains pensaient qu'il y avait effectivement un redhead killer, et d'autres non. Mais avec le temps, une partie de cette affaire a été résolue concernant 7 Jane Doe, et elle est difficilement, comme vous le verrez plus tard, attribuable au redhead killer. Il va falloir en effet attendre une 30aine d'années pour en savoir plus sur son identité. On découvre en 2018, par le biais d'une conférence donnée par les forces de l'ordre, le 6 septembre, que l'identité de cette femme est Tina Farmer. 2 ans plus tôt, l'agent spécial Brandon Elkins, qui enquêtait sur l'affaire depuis plus d'une décennie, a de nouveau soumis les vêtements de Farmer, ainsi que la couverture dans laquelle elle était enroulée, au laboratoire de crime pour analyse. Et lorsque les objets ont été analysés, le sperme a été détecté et un profil ADN a pu être entré dans une base de données très connue, la base de données CODIS. Et cette base de données a trouvé une correspondance avec l'ADN de Tina. Donc cette dame est originaire de l'Indiana et au moment de sa mort, elle n'était âgée que de 21 ans. Sa famille avait signalé sa disparition le lendemain de Thanksgiving en 1985 et la dernière fois qu'elle a été aperçue vivante, elle était à Indianapolis accompagnée d'un camionneur non identifié qui se dirigeait vers le Kentucky. Tina a laissé derrière elle une petite fille en bas âge et sa famille avait bien signalé sa disparition, mais voilà, si Tina était bien portée disparue dans l'état de l'Indiana, sa disparition n'a jamais été déclarée dans les autres états. Et comme c'était d'ailleurs souvent le cas à l'époque, donc à l'échelle nationale, sa disparition n'a jamais été diffusée. Or, Tina a été retrouvée morte dans un tout autre état que celui où elle habitait. Ceci explique cela. Donc on sait qui elle est, mais on ne sait toujours pas qui l'a tuée. Et l'année suivante, la conférence de presse des enquêteurs, on apprend qu'il y a une personne d'intérêt dans cette affaire. On soupçonne un certain Jerry Leon Jones d'être le meurtrier de Tina. C'est un criminel au lourd casier judiciaire, c'est un kidnappeur et prédateur sexuel, et c'est lui qu'on soupçonne d'être à l'origine de sa mort. Mais voilà, Jerry est mort en prison il y a 4 ans de ça, c'était en 2015, il avait été condamné en 1987, déjà, pour l'enlèvement et l'agression d'une autre jeune femme, une certaine Linda Shake. C'était alors 2 mois après la mort de Tina, dans le comté de Knox, dans le Tennessee. Linda avait été prise en stop par Jerry, ligotée avec un morceau de son propre t-shirt, violée, étranglée, puis balancée comme une vieille chaussette dans les égouts situés sous l'Interstate 40. Jerry pensait alors avoir tué Linda, or Linda était vivante. Et vous vous demandez probablement si Linda était rousse. Bien oui, Linda était rousse. Mais comme vous le savez, on ne peut pas juger un mort. Toutefois, le 18 décembre 2019, un grand jury du comté de Campbell, dans le Tennessee, a statué que Jerry Leon Jones aurait été inculpé de meurtre dans la mort de Tina Farmer s'il avait été encore en vie. Mais tout ça, on y reviendra plus tard. Gardez juste bien à l'esprit qu'en 1985, les enquêteurs ne savent rien de tout ça, même si déjà à l'époque, Jerry avait été
interrogée. Forcément, après la découverte de Jane Doe rousse, lorsque justement Linda s'est manifestée auprès d'eux, après sa tentative de meurtre, eh bien les policiers se sont intéressés à ce Jerry. Il était alors âgé de 37 ans, avait donc été suspecté dans cette série de meurtres, et on sait aujourd'hui qu'il est responsable donc de la mort de Tina. Or, à l'époque, il avait bien été interrogé, mais il avait été éliminé de la liste des suspects après avoir donné des alibis pour les dates et lieux où ont été retrouvés les corps des précédentes victimes et là où les crimes avaient été commis. Or, on sait aujourd'hui que c'est une fatale erreur, puisque ce Jerry est au moins responsable d'un meurtre. Mais vous allez comprendre plus tard pourquoi on ne peut pas jeter la pierre aux enquêteurs, tant certains de ces alibis étaient plus que béton. Mais on va rester dans la trame des années 80 et essayer de suivre la suite logique de cette histoire, sans essayer de trop avancer dans le temps, sauf s'il y a une identité qui est découverte. En tout état de cause, à ce moment de l'enquête, aux yeux des enquêteurs, le tueur court toujours, et quelques mois plus tard, le 31 mars 1985, c'est un autre corps qui est retrouvé, toujours le corps d'une femme rousse, c'est à Pleasant View, dans le comté de Cheatham, toujours dans le Tennessee. C'est un automobiliste qui a contacté les services de police alors qu'il était à la recherche d'eau pour refroidir sa voiture, qui était en surchauffe et qu'il avait été contraint de garer sur le bas-côté de la route. Il s'était aventuré dans la nature à la recherche d'un ruisseau et c'est là qu'il est tombé sur le cadavre d'une femme, ou plutôt ce qu'il en reste. Selon un journal local, la jeune femme n'avait presque plus de visage, la faute à l'exposition du corps aux éléments, mais aussi la faute aux animaux sauvages qui l'ont petit à petit grignoté. Selon le médecin légiste, la femme est probablement morte entre 3 et 5 mois avant la découverte de son corps et les causes demeurent inconnues. Elle a été jetée aux abords d'une route, on pense qu'elle était âgée entre 30 et 40 ans au moment de sa mort. C'est une femme blanche qui mesurait environ 1,57 m, impossible de connaître de près ou de loin le poids qu'elle faisait. On remarque simplement qu'elle présente peu de travaux dentaires, malgré le fait que ses dents se chevauchent, et qu'elle présente des caries. Et ici aussi, contrairement à la plupart des victimes, elle est entièrement habillée. Elle porte une chemise rose clair, un pull rose avec de petites taches bleues, des sous-vêtements, ainsi qu'un chapeau. Et encore une fois, impossible de savoir qui elle est. Elle n'a aucun papier d'identité sur elle, et elle ne colle à aucun avis de recherche de personnes disparues émise. Alors, faute de mieux, elle sera surnommée Cheatham County Jane Doe. Et son tueur reste inconnu. Mais la piste d'un prédateur de rousse qui sillonne les routes est plus que jamais dans l'esprit des enquêteurs. Puis quelques heures après la découverte du corps de Cheatham County Jane Doe, c'est un autre corps de femme rousse qui est retrouvé. Nous sommes alors le 1er avril 1985 et cette femme est plutôt connue dans le monde du true crime US, sachez-le. C'est une Jane Doe qui a beaucoup fait parler d'elle. Alors que 2 hommes sillonnaient les environs à la recherche de ferraille, ils sont tombés sur un congélateur. Ils l'ont ouvert et ils sont tombés nez à nez avec le cadavre d'une femme. C'était le long de la route 25 à Gray, dans le comté de Knox, dans le Kentucky. On suppose qu'elle est morte elle aussi par suffocation puisqu'il n'y a aucune trace d'agression sur elle. Cette jeune femme non identifiée est nue et vu l'état de son corps, on suppose qu'elle est morte depuis peu. Et cette découverte va faire la une des journaux de la région. C'est comme ça, certains crimes vont happer l'attention des médias et d'autres non. Et comme la ville de Gray est réputée pour être sans histoire, forcément, un corps non identifié retrouvé au bord d'une route, ça ne peut qu'interpeller les habitants. Alors les habitants apprennent dans les journaux que celle qui sera surnommée Knox County Jane Doe ne portait que 2 pendentifs, l'un représente un cœur et l'autre est un aigle doré, et qu'elle avait des chaussettes dépareillées, l'une blanche et l'autre blanche à rayures verte et jaune. Elle ne portait rien d'autre. Il y a également une paire de bottes dans le réfrigérateur, sans doute les siennes, et détail sordide, le réfrigérateur dans lequel elle a été placée a une étiquette collée sur le dessus avec écrit Superwoman, super femme. Et on suppose que Knox County Jane Doe y a été placée alors qu'elle était déjà morte, comme il n'y a aucune trace de griffure sur les parois intérieures du réfrigérateur. On diffuse également le maximum de caractéristiques physiques sur cette Jane Doe pour maximiser les chances de la retrouver. On apprend qu'elle a énormément de grains de beauté et plus particulièrement qu'elle en a sur le côté droit de son cou, près d'une cheville et sous chaque sein. L'une de ses incisives du haut est tachée, elle est plus jaune que le reste de ses dents. Elle a aussi une cicatrice sur l'abdomen qui indique qu'elle a eu au moins un enfant par le passé. Donc cette Jane Doe a été maman. On estime qu'elle a entre 24 et 35 ans, qu'elle mesure entre 4 pieds 9 et 4 pieds 11. Je vais vous mettre la
conversion en centimètres à l'écrit et qu'elle pesait environ 100 livres. Et des témoins qui ont reconnu le composite vont se manifester. Ils ont vu cette femme faire de l'autostop vers 2 heures du matin à un arrêt de camion à Corbin sur l'Interstate 75, quelques heures avant sa mort. Mais malgré toutes ces indications, l'identité de cette jeune femme reste inconnue. Elle est néanmoins enterrée dignement, une cagnotte est mise en place pour payer le cercueil. 500 habitants de la ville vont faire le déplacement pour ses funérailles, et ce sont des hommes d'affaires locaux qui vont porter le cercueil de la défunte, sans compter que la cérémonie funéraire a même été diffusée à la télévision. Au moins, cette Jane Doe n'est pas partie seule. Mais sur sa pierre tombale, il est écrit « inconnu ». Et cette affaire va tenir en haleine les Américains. Régulièrement, son ADN va être comparé à d'autres femmes rousses disparues, mais en vain, et il va falloir attendre, là encore, l'année 2018, au détour d'une énième médiatisation de l'affaire, pour qu'on sache enfin qui elle est. C'est une femme qui va se manifester, et elle en est sûre. Cette Jane Doe, c'est sa mère. Sa mère et la femme retrouvée morte ont le même collier, et puis la description correspond en tout point à sa mère disparue à la même époque. Et sa mère s'appelle Epsie Regina Black Pilgrim. Elle était originaire de l'ouest de la Caroline du Nord, son ADN a été comparé à celui de sa fille, et ça a matché, et on apprendra donc en même temps que son identité qu'Epsie avait disparu alors que sa plus jeune enfant n'avait que 6 semaines, et qu'en plus d'elle, elle avait 4 autres enfants en bas âge. Elle est morte alors qu'elle avait 35 ans et faisait de toute évidence du stop pour se déplacer. En aucun cas elle n'avait manifesté l'envie d'abandonner ses enfants, je le précise. Et là, en termes de victimes rousses, ça commence à faire beaucoup. Et voici que seulement 2 jours après la découverte de celle que l'on sait aujourd'hui s'appeler Pilgrim, eh bien c'est au tour d'une autre femme d'être retrouvée morte près d'une route située non loin d'une mine à ciel ouvert. C'est un passant qui a fait la macabre découverte au détour d'une promenade. Nous sommes alors le 3 avril 1985, mais ce sont surtout des os, en fait, qui sont retrouvés, un crâne et 32 os. On estime que la malheureuse est morte entre 1 an et 4 ans avant la découverte de sa dépouille. Et elle est jeune, on estime son âge entre 9 ans et 15 ans, donc nous sommes peut-être en présence d'une jeune fille, voire même d'une enfant. On ne connaît ni sa taille approximative, ni son poids, ni de quoi elle est morte, ni même la couleur de ses yeux, ou encore de ses cheveux. Alors, pourquoi, sans connaître sa couleur de cheveux, on impute ce crime au Redhead Killer? Eh bien, c'est la configuration du crime qui est particulièrement similaire au meurtre du Redhead Killer qui vont pousser les enquêteurs à assimiler cette mort à celle des meurtres de femmes rousses. La malheureuse a été retrouvée, comme ce fut également le cas pour Tina près de Jellicoe, dans le Tennessee, mais encore une fois, impossible, malgré son jeune âge, de savoir qui elle est. Pourtant, il y a sans doute des parents, là, quelque part dans le pays, qui recherchent leur enfant, mais dans les années 80, même s'il existe un fichier national des personnes disparues, tous les États n'ont pas encore l'obligation d'inscrire les portées disparues dans ce fichier national. Donc beaucoup sont déclarés disparus dans leur région ou État, mais sans plus. Alors si vous êtes une famille qui a perdu un proche en Floride, par exemple, et que cette personne est retrouvée morte en Californie, minces sont les chances, à l'époque, de pouvoir l'identifier, puisque les États ne communiquaient pas forcément entre eux. Donc on ne sait pas l'identité de celle que je vais appeler une enfant, et à vrai dire, on ne la connaît toujours pas à ce jour. Elle a été nommée Campbell County Jane Doe. Alors si des fois des Jane Doe portent le même nom, c'est normal, c'est qu'elles ont été retrouvées aux mêmes endroits et très souvent on va rajouter la date de la découverte avant leur nom. Par exemple, 1985 Campbell County Jane Doe sera différente d'une 1981 Campbell County Jane Doe. Alors en plus de la localisation géographique, il y a une certaine similarité avec une autre scène de crime, celle de Linda Shake, la survivante. En effet, elle aussi a été étouffée avec un morceau de tissu de sa propre chemise et le nœud est semblable à celui retrouvé donc sur Linda. Donc serait-ce Jerry? Là encore, vous le verrez plus tard, il a des alibis plus que solides. Et puis, avec les avancées de la science, d'autres analyses ont été faites concernant cette jeune Jane Doe. On apprend qu'elle n'est pas originaire de la région où elle a été
prouvé, au contraire, les tests donc qui ont été effectués des décennies plus tard, vous imaginez bien, les tests ont prouvé qu'elle était probablement originaire de la Floride ou dans le centre du Texas et qu'elle avait probablement vécu plus tard dans le Midwest, ou peut-être dans le Sud-Ouest, ou peut-être au niveau de la côte du Pacifique. Bref, à ce moment, en 1985, ça fait quand même beaucoup pour les enquêteurs. Alors en avril de la même année, des représentants des organismes d'application de la loi de l'État de Pennsylvanie, de l'État du Mississippi, du Kentucky, de l'Arkansas et encore du Tennessee, États où ont été retrouvés la plupart des corps, ils se sont tous réunis à Nashville pour discuter des meurtres de femmes rousses le long des autoroutes. Et ils ont même demandé l'aide du FBI, le but étant de savoir s'ils ont affaire à un seul et même tueur ou pas. Malheureusement, aucun résultat concluant n'est ressorti de cette réunion. Steve Watson, qui est le directeur adjoint du Tennessee Bureau of Investigation, a déclaré « Bien sûr qu'il existe certaines similitudes dans les cas, mais il y a aussi un grand nombre de différences. » Mais ce qui est sûr, c'est que désormais, l'ombre d'un tueur en série plane sur toute cette affaire. Mais comment en être sûr? Le ou les responsables est ou sont toujours dans la nature. Et ce n'est pas tout, voici que le 14 avril 1985, soit une quinzaine de jours après la découverte du dernier corps, un autre corps est découvert. Et elle est rousse. La malheureuse a été retrouvée par un pêcheur à Greenville, dans le comté de Greene, dans le Tennessee. Elle a été tuée entre 3 et 6 semaines avant la découverte de son corps. On estime que la cause de la mort est due à un traumatisme contondant, mais il est à noter qu'elle a également été poignardée. Ça diffère énormément des autres cas. Et la jeune femme était enceinte de 6 à 8 semaines, peu de temps avant sa mort, mais elle a probablement perdu son enfant au détour d'une fausse couche. On estime qu'elle avait probablement entre 14 et 20 ans, maximum 25 ans. Elle mesurait aux alentours d'1,68 m et pesait entre 59 et 64 kg. Elle présente des travaux dentaires qui indiquent qu'elle avait reçu des soins dentaires tout au long de sa vie. Ses ongles sont vernis de rose. Elle a les cheveux brun clair à blond avec des reflets rouges. Et on réussit malgré l'état du corps à prélever les empreintes, mais malgré les recherches intensive des enquêteurs, impossible de savoir qui elle est. Elle aussi devient une Jane Doe, et bien que ne réussissant ni à résoudre le crime ni à l'identifier, les enquêteurs en sont sûrs, elle aussi est sûrement la victime du Redhead Killer. Mais voilà, il n'y a strictement aucun indice sur la scène de crime, alors inévitablement l'enquête va stagner. Bien que de nombreuses comparaisons génétiques vont être faites avec de jeunes femmes disparues, dans cette affaire aussi, il va falloir attendre, là aussi, hasard ou coïncidence, l'année 2018, soit 3 décennies plus tard, pour enfin connaître son identité. Il s'agit d'une certaine Elizabeth Lamotte. C'était une adolescente de 17 ans originaire du New Hampshire. La dernière fois qu'elle avait été aperçue vivante, c'était le 6 avril 1984, soit près d'un an avant la découverte de son corps. Aux dernières nouvelles, elle séjournait dans un foyer pour jeunes dans la ville de Manchester, dans le New Hampshire, et elle n'était jamais retournée dans sa famille lorsqu'elle a été autorisée à sortir du centre. Et j'ai vu une autre version qui dit qu'elle s'est enfuie du centre, sans toutefois retourner là encore dans sa famille. Et c'est grâce à une autre célèbre affaire criminelle que cette jeune femme a pu être identifiée. Il s'agit, et on en a parlé sur notre chaîne, des meurtres de Bear Brook. Il faut absolument aller voir cette histoire, si vous ne l'avez pas vue. C'est l'une des histoires les plus passionnantes des États-Unis, et pour moi de toute l'histoire du true crime en règle générale. On suspectait dans le cadre des meurtres de Bear Brook, on suspectait une fille disparue du nom d'Elizabeth Lamotte de peut-être avoir été la petite amie de Robert Evans qui avait été retrouvée dans l'un des 2 bidons et dont on ignorait l'identité. Et ce qui fait dire ça aux enquêteurs, c'est que la seule chose que l'on sait de cette petite amie qu'a eu Robert Evans et qui l'a tuée, c'est qu'elle était surnommée Elizabeth. Donc pour pouvoir comparer l'ADN d'Elizabeth Lamotte, la disparue, à celui de cette Jane Doe, la police du New Hampshire avait demandé à la famille d'Elizabeth Lamotte de fournir un profil ADN. Et après comparaison, il ne s'agit pas de la petite amie inconnue du malsain Robert Evans, qui s'appelle en réalité, rappelons-le, Terry Peder Rasmussen, mais très vite une autre correspondance va être établie avec cette autre Jane Doe retrouvée le 14 avril 1985, dont le Redhead Killer est tenu responsable. Et cette fois, ça va matcher. Elizabeth
était alors âgée de 17 ans seulement, elle était en rupture avec sa famille, ce qui a retardé, vous l'aurez compris, son identification. Et il est probable que ce soit le cas de celle dont on ignore toujours encore, à ce jour, l'identité. Donc ce que l'on sait des meurtres des Rousses, comme on les appelle, c'est qu'il y a entre 6 et 11 victimes, toutes retrouvées le long des autoroutes de 5 États du pays. Le FBI va alors s'emparer de l'affaire dès l'année 85. Comme je vous le disais, existe-t-il un tueur de Rousses? Ou ces meurtres sont-ils des crimes de prédateurs isolés? Difficile à dire. Les agents fédéraux vont alors comparer les cas. Dans certains cas, il y a eu des agressions sexuelles, ou alors dans certains autres, des rapports sexuels avant la mort. Et dans d'autres, il n'y a eu aucun rapport sexuel. Certaines victimes ont été retrouvées habillées et d'autres non. Une célèbre Jane Doe va même être suspectée d'être une victime du Redhead Killer, mais ça bien des années plus tard. Elle s'appelle Busking Girl, identifiée récemment comme étant une certaine Marcia King. Je vous invite à aller voir le sujet si vous ne l'avez pas vu. Elle est aussi passionnante, cette histoire. Elle venait de débarquer en ville, cette jeune femme, elle connaissait personne, mais elle a finalement été exclue de la liste des victimes présumées. Donc vous devinez bien que si elle a été présumée victime du Redhead Killer, c'est qu'elle était rousse ou dans les tons, en tout cas. Et aussi, une autre question importante demeure. Le Redhead Killer existe-t-il? Bien, on va pas faire durer le suspense. Aujourd'hui encore, on ne sait pas qui il est. Ni même s'il existe vraiment. Encore une fois, toutes ces affaires sont peut-être des cas isolés. Après tout, des femmes retrouvées mortes sur le bord des routes aux États-Unis, il y en a légion. Regardez cette carte. Chaque point rouge indique le meurtre non élucidé d'une femme retrouvée en bordure de route. On en a dénombré pas moins de 500 au cours des 30 dernières années à travers le pays. Il y a eu tant de meurtres d'autostoppeuses que le gouvernement a décidé en 2007 d'ouvrir la Highway Serial Killings Initiative. Les victimes ont des modes de vie transitoires, dits à haut risque, impliquant souvent de la toxicomanie, de l'autostop ou encore de la prostitution. Elles sont fréquemment ramassées aux arrêts de camions ou aux stations-service, puis agressées sexuellement, assassinées et leur corps tout bonnement jetés le long des routes. Ils se débarrassent souvent de leurs victimes à des kilomètres de là où ils les ont enlevées, la plupart du temps dans une juridiction différente ou même dans un état différent, laissant peu de témoins et peu de preuves derrière eux. Et pour la petite histoire, et surtout pour ceux qui se posent la question, oui, ce programme a porté ses fruits, puisque c'est au moins 10 suspects soupçonnés d'être responsables de quelques 30 homicides qui ont été placés en garde à vue, dont un camionneur arrêté dans le Tennessee accusé de 4 meurtres, et un autre camionneur accusé d'un meurtre dans le Massachusetts, un autre dans le New Jersey, etc., etc. Mais là, on s'éloigne du sujet. On en revient à ce qu'on disait, qui est le Redhead Killer. Eh bien, plusieurs suspects vont apparaître avec le temps. Le premier, et on en a déjà parlé, il s'agit du fameux Jerry Leon Jones, 37 ans, résident à Cleveland, dans le Tennessee, et chauffeur routier de profession. C'est lui qui a laissé pour morte Linda, et qui a finalement été confondu bien des décennies plus tard dans le meurtre de Tina, grâce, souvenez-vous, au fichier CODIS. Mais bien que beaucoup plus tard, fort de ces nouvelles informations, jamais les policiers n'ont indiqué s'ils considéraient ou non Jerry comme le Redhead Killer. Même si on sait qu'il n'en était pas à son coup d'essai avec Linda puisqu'il était responsable de la mort de Tina, force est de constater que certaines des victimes du Redhead Killer ont été tuées alors que Jerry était en prison. Et effectivement, plus béton que ça, comme alibi, c'est compliqué. Donc va savoir combien de femmes Jerry a tué. Une chose est sûre, il n'est pas responsable de tous ces meurtres. C'est physiquement impossible. Autre personne d'intérêt dans cette affaire, un camionneur de Pennsylvanie âgé de 32 ans et dont l'identité n'a pas filtré. Tout comme Jerry, lui aussi avait enlevé et violé une jeune femme dans l'état de l'Indiana, et si la jeune femme s'en est sortie, c'est tout simplement parce qu'elle avait réussi elle aussi à s'échapper. Ce suspect a longtemps été interrogé par la police, mais après leurs investigations, les officiers ont écarté ce suspect. D'après eux, il n'est pas le Redhead Killer et on ne sait pas pourquoi il a été écarté. Puis un autre routier va attirer l'attention des enquêteurs. C'était en 1986, donc là à l'époque de tous ces crimes. C'était un certain Thomas Lee Elkins, originaire de Pennsylvanie, qui a été arrêté et interrogé lui aussi sur les meurtres. Elkins, un camionneur long courrier, a été arrêté dans le comté de Dyer, à environ 80 miles au nord de Memphis, après qu'une femme aux cheveux roux de 20 ans ait dit à la police qu'elle s'était échappée de son camion. Il l'aurait kidnappée dans l'Indiana ou dans l'Illinois. Il a été accusé d'enlèvement et de viol, mais il a été exclu en tant que suspect dans les meurtres du Redhead
killer. Et encore une fois, l'affaire est ancienne et on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, cette affaire sensationnelle, au fur et à mesure du temps, a continué et de plus en plus d'ailleurs à faire parler d'elle. Au point qu'en 2018, des élèves de sociologie à la Elizabethton High School, avec leurs professeurs, ont tenté de dresser le profil du tueur. Selon leurs recherches, le Redhead Killer est un homme blanc, né entre 1936 et 1962, qui avait donc entre 23 ans et 49 ans en 1985. Son travail était probablement basé dans ou près de la ville de Knoxville, dans le Tennessee, et ces détectives amateurs n'ont pas à spéculer publiquement sur les raisons pour lesquelles le Redhead Killer aurait choisi d'étrangler ses victimes plutôt qu'une autre façon de les tuer. Mais cette forme de violence est associée à une personne qui veut avoir du pouvoir sur sa victime. C'est la seule chose que l'on peut avancer. Et c'est tout. Encore à ce jour, on ne sait pas donc qui a tué ces femmes, ni même l'identité de certaines. Et ce que l'on sait, c'est que la liste des victimes définitives s'étend sur 8 mois et sur 5 États, plusieurs années si on part du principe que certaines victimes ont été retrouvées bien des années après leur mort. Mais avec le temps, d'autres meurtres d'ailleurs vont venir s'ajouter à la liste des victimes. On présume que si le Redhead Killer existe, il est peut-être aussi responsable du meurtre de celle qu'on appelle Miss DeSoto County Jane Doe. Son corps a été trouvé le long de la route 78 dans le comté de DeSoto en février 1985. Elle aussi a été étranglée à mort, près d'une grande autoroute, et elle aussi avait les cheveux roux. Et autre chose importante, un coiffeur vous dirait que parmi toutes ces victimes, les seules vraies rousses étaient uniquement 3 des victimes, les autres ayant des reflets rouges, au burn. C'est pour ça, par exemple, que pour certaines personnes, la première victime ne peut pas être imputée au Redhead Killer. Elle avait les cheveux particulièrement foncés, elle avait simplement des reflets, sans compter que certaines, encore une fois, ont été abusées sexuellement, d'autres non, etc., etc. C'est finalement assez difficile de lier les crimes entre eux, en tout état de cause. C'est ce type d'affaire qui a donné naissance à la conception que l'on a aujourd'hui de ce qu'est un tueur en série, sans compter qu'autant de morts, ça a choqué le pays. Qu'ils soient ou non imputables à la même personne, il n'en reste pas moins que tous ces meurtres ont mis en avant la vulnérabilité des femmes, et notamment de celle des vagabondes, ou des prostituées qui n'ont souvent plus de contact avec leur famille. Des femmes, vous l'aurez compris, mises de côté par la société. Et comme l'agent Watson l'a dit à propos des meurtres, ces personnes ont tendance à avoir un mode de vie pas suffisamment lié à d'autres qui seraient prêts à signaler leur disparition. Et puis donc, mis à part le cas de Tina, si c'est le fait d'un seul homme, pourquoi était-il obnubilé par les rousses? Dans le cas d'un Ted Bundy, il affectionnait tout particulièrement les brunes avec une raie au milieu parce qu'elle ressemblait à son ex-petite amie qu'il avait rejetée. Alors il essayait constamment de la tuer et prenait des brunes avec une raie au milieu, vraiment pour faire court et dans les grandes lignes. Est-ce aussi alors une femme qui a rejeté le Redhead Killer? Une femme de sa famille, une ex-petite amie, une mère, une sœur, une grand-mère avec qui il a eu des rapports difficiles et qu'il essaierait comme ça, symboliquement, de tuer encore et encore, qui sait? Et cette histoire, bien que faisant partie des grands classiques américains, reste un mystère. À ce jour, il y a 2 écoles. Ceux qui considèrent que ce sont des crimes isolés et amplifiés par les médias toujours à l'affût d'histoires sensationnelles. Et pour le coup, un chasseur de rousses, c'est du jamais vu, et ça fait vendre. Mais pour d'autres, ni les médias ni les policiers ne se sont montés le bourrichon. Pour eux, le Redhead Killer existe bel et bien, et il est toujours dans la nature, peut-être en prison, peut-être mort, peut-être, qui sait, toujours en activité. On ne sait pas. L'inspecteur en charge de l'une des affaires, David Davenport, a déclaré concernant les victimes « Personne ne les cherche. La plupart du temps, personne ne s'en soucie. Ce sont principalement des autostoppeuses ou des travailleuses du sexe. Elles sont âgées entre 9 et 40 ans. » Quoi qu'il en soit, en se fixant sur le profil du tueur établi par les étudiants de la Elizabethton High School, le meurtrier devrait avoir à ce jour, en 2021, entre 59 ans et 85 ans. Voilà, c'est tout ce que l'on sait. Dites-nous ce que vous en avez pensé en barre de commentaires. Si vous pensez qu'il y a bien un tueur de rousses ou si au contraire vous pensez que non. Les avis sont assez partagés sur les forums de discussion, comme chez les policiers. Beaucoup pensent à des coïncidences et d'autres à un seul unique prédateur. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Comme toujours, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram, YouCrimeSisters, on vous tient informé de tout là-bas. C'est un ralentissement des vidéos, le pourquoi du comment, il y a tout là-bas. Et encore merci pour vos adorables messages de soutien concernant que ce soit le déménagement ou l'anniversaire. Merci, merci, merci. Et comme toujours, un profond merci aux tipeurs. On a une grosse pensée pour vous. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.